Docteur Benamou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Mon Bébé TV. Vous êtes gynécologue obstétricienne à Paris. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la préparation à l'accouchement. Oui. Alors tout d'abord, vous commencez. Qu'est-ce que c'est que la préparation à l'accouchement? Alors la préparation à l'accouchement, on pourrait penser qu'avec tous les développements de la médecine récente, et notamment de la péridurale, elle pourrait paraître accessoire pour un certain nombre de patientes. En fait, elle reste toujours nécessaire, ne serait-ce que pour désangoisser les patientes, parce que c'est vrai qu'avec la péridurale, elles ont moins mal, mais que cette préparation avec les informations complémentaires qu'elle apporte leur permet d'être moins stressées et surtout d'avoir des réponses aux multiples questions qu'elles peuvent se poser pendant la grossesse. Alors c'est quoi? C'est des exercices pratiques, des exercices théoriques? Alors sur le plan pratique, disons qu'on entend essentiellement par méthode de préparation à l'accouchement ce qu'on appelle également plus vulgairement la méthode d'accouchement sans douleur ou la psychoprophylaxie. C'est une méthode la plus classique, c'est celle qui est certainement la plus répandue depuis une quarantaine d'années et qui est le plus pratiquée dans la plupart des maternités. Et elle comporte à la fois des cours pratiques et des cours de respiration, de relaxation, et puis des cours théoriques qui sont certainement ceux qui sont également les plus importants et qui manquent peut-être dans d'autres méthodes de préparation à l'accouchement qu'on pourra citer ou éventuellement développer si vous le souhaitez. Et justement, est-ce qu'il existe d'autres méthodes de préparation à l'accouchement? Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de méthodes, que ce soit le yoga, la sophrologie, l'autonomie, une forme de préparation mais en piscine qui est différente de la notion d'accouchement aquatique dont on a beaucoup parlé. Je dois en oublier le chant prénatal aussi, qui sont toutes des techniques qui peuvent être complémentaires à cette préparation dite classique, qui peuvent être débutées même pour certaines patientes, les pratiquer bien avant leur grossesse, qui peuvent être débutées pendant la grossesse, mais qui ne peuvent être qu'un complément à la méthode classique qui, je pense, reste toujours indispensable pour toutes les patientes, en particulier pour un premier bébé. Oui. Le tronc commun, c'est la préparation à l'accouchement classique. Alors justement, comment se déroule-t-elle? Alors, en général, elle est, comment dirais-je, sur le plan pratique, elle est assurée essentiellement par les sages-femmes. Elle peut l'être par les médecins, mais c'est beaucoup plus exceptionnel dans le cadre de certaines maternités. Et elle comporte un certain nombre de cours, avec des cours théoriques et des cours pratiques. Donc il y a toute une série de cours auxquels peuvent assister éventuellement les papas, mais qui sont des cours théoriques sur le mécanisme de l'accouchement, le déroulement de la grossesse, le déroulement de l'accouchement lui-même, l'effort de poussée, et puis surtout des choses qu'elles apprennent moins avec les autres techniques peut-être, qui sont l'allaitement maternel, ou artificiel, les suites de couches, les soins du bébé, etc. Donc tout ça, ce sont des cours qui peuvent être regroupés, mais qui sont des cours théoriques. Et elles ont des cours, je dirais, plus pratiques, qui sont des cours de relaxation et de respiration. Et elles ont un cours alors qui est aussi très important, plus ou moins donc groupé avec d'autres cours, et qui est donc un cours de visite de la maternité, qui leur permet de voir la salle de travail, qui leur permet de voir ce qu'est une nurserie. Pour moi, appréhender le jour J. Voilà, appréhender le jour J. Et puis, comment dire, pour avoir un monitoring, généralement, ça dépend de l'ordre chronologique qui a été décidé, mais généralement, au cours de ce cours, elles ont en même temps avec la sage-femme un monitoring, qui permet donc de vérifier le cœur du bébé, et en même temps, elles savent ce qu'est le monitoring, ce qu'elles vont avoir le jour de l'accouchement, le jour J. Voilà. Donc c'est vrai que ce cours est très important parce que ça leur permet de voir les locaux et de ne pas être impressionnés le jour de l'accouchement. Voilà. À partir de quel mois on peut commencer à faire ces cours? Les sages-femmes souvent donc préconisent même de commencer un petit peu plus tôt parce que ça leur permet de poser des questions, de se retrouver entre elles, donc même à partir du 6e mois, mais en règle générale, elle est commencée au 7e mois de la grossesse. 7e mois. Voilà. Et qui pratique? Ce sont des gynécologues, des sages-femmes? Ça pourrait être des gynécologues, je pense que dans l'ensemble, ils sont trop souvent occupés, que c'est le plus souvent les sages-femmes qui assurent la préparation à l'accouchement. Alors c'est vrai que ça peut être davantage à l'hôpital des groupes de 10-15 personnes et parfois des groupes qui soient donc plus petits, voire à titre individuel, mais en général ce sont toujours les sages-femmes qui font cette préparation. Elles la font très bien d'ailleurs. Et quels sont les exercices respiratoires à effectuer lors de cette préparation à l'accouchement? Alors,
elles les forment à plusieurs types. D'une part, donc, à des exercices de relaxation à proprement parler, donc qui recoupent un petit peu la relaxation qui peut être faite dans d'autres méthodes, comme le yoga dont on a parlé tout à l'heure, et les autres méthodes, mais qui sont essentiellement des exercices de respiration et des exercices de relaxation. Alors, la relaxation en général, elles sont allongées, elles sont sur le côté, elles ferment les yeux, on leur apprend à se détendre les muscles les uns après les autres. Et puis, alors, de façon beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus précise, les mouvements respiratoires. Donc, on leur apprend 2 types de respiration. La respiration qu'on appelle la respiration profonde, qui peut être une respiration soit thoracique, soit abdominale, selon la façon dont elles sont le plus à l'aise. Chaque femme le ressent en fonction. Et qui est une respiration lente et profonde, où elles vont donc prendre de l'air et ensuite expirer très profondément. C'est une respiration qui leur sert même avant l'accouchement, lorsqu'elles ont des contractions, à se détendre, et qui va leur servir évidemment au moment des contractions, avant la péridurale, même si elles la souhaitent, ou tout au long de l'accouchement. Et puis une deuxième respiration, qui est une respiration plus rapide, ce qu'on appelle une respiration haletante, ce qu'on appelle classiquement la respiration des petits chiens. Voilà. Donc là, c'est une respiration où pareil, elles inspirent par le nez, elles soufflent et ensuite elles inspirent très peu d'air et elles soufflent un peu comme si elles faisaient comme un peu si elles soufflaient sur une bougie. Et cette respiration donc très rapide, elle est utile à l'acmé au maximum de la contraction, et puis elle est utile aussi au moment de l'expulsion. Mais c'est vrai que sans péridurale, pendant tout le temps du travail, elle serait un petit peu épuisante. Donc on insiste beaucoup plus sur la respiration profonde parce que ça les détend davantage. Et dans tous les cas, même avec cette petite respiration haletante, elles finissent toujours à la fin de la contraction par une respiration très profonde, très lente, qui vide entièrement donc l'air et qui leur permet de bien s'oxygéner. C'est ces 2 types de respiration, mais c'est essentiellement la respiration profonde qui est source de détente. Et pendant ces cours, est-ce que le pape... Et on leur apprend aussi, j'ai oublié, ce qui est très important, on leur apprend aussi, dans ces exercices de respiration et de préparation, on leur apprend les efforts de poussée. C'est quand même quelque chose qui est important. Bon, si elles l'ont pas fait de toute façon, on leur explique. Surtout pour le premier bébé. Mais très souvent, elles se demandent si elles seront capables. Donc les inquiétudes maximales, évidemment, concernent les primipares, c'est-à-dire celles qui accouchent pour la première fois. Et est-il préférable que le futur papa soit là pendant ces exercices de respiration, pendant ces cours de préparation à l'accouchement? Tout dépend de l'intérêt. S'ils le souhaitent, certainement. Mais de là, les culpabiliser pour qu'ils assistent absolument au cours de préparation, je crois que non. Par contre, dans l'ensemble, leur présence est tout à fait souhaitée le jour de l'accouchement, et en tout cas souhaitée par les mamans. Alors, pour les cours théoriques, je pense que les sages-femmes, que ce soit des cours sur le déroulement de l'accouchement, ou les suites de couches, ou l'allaitement, ça peut les intéresser. Sur les cours pratiques, j'avoue que je ne sais pas trop, mais je pense qu'ils ne doivent pas être acceptés dans les cours de relaxation et de respiration, ne serait-ce que parce qu'elles sont allongées, que ça puisse les perturber. Mais peut-être qu'on accepte les papas dans certaines maternités hospitalières, dans les cadres, ou alors dans les cours particuliers, si je puis dire, lorsque c'est en privé et que les sages-femmes prennent que 2 ou 3 patients. Peut-être que si les papas veulent être présents, on les accepte. J'avoue que c'est toujours pas poser la question. Mais s'ils le souhaitent, je crois qu'on ne leur refuserait jamais. Et est-ce que cette préparation à l'accouchement, elle est remboursée par la sécurité sociale? Oui, elle est remboursée. Elles ont 8 séances qui sont remboursées par la sécurité sociale, en sachant qu'elles ne sont pas forcément toutes obligatoires, mais que parfois elles peuvent même être regroupées par les sages-femmes en 4 ou 5 séances. Mais en tout cas, il y en a 8 qui sont remboursées par la sécurité sociale sans aucun problème. Voilà. Et très souvent, elles les groupent par 2, par exemple, les suites de couches et l'allaitement, le déroulement de l'accouchement avec les efforts de poussée. C'est très vague. Elle peut aussi se pratiquer à domicile, cette préparation à l'accouchement? Elle peut se pratiquer à domicile. Pour des patients qui soient suivis à l'hôpital, ce serait beaucoup plus exceptionnel, sauf dans un cas particulier, si on peut en parler. En ville, possiblement, en ville, je veux dire en privé, lorsque les patients sont suivis par une sage-femme libérale, si elle souhaite absolument qu'elles aient très peu de temps avoir un cours à domicile, je pense que la sage-femme libérale peut éventuellement se déplacer, mais je pense que c'est l'exception. Par contre, il y a un cas particulier, ça peut être très important, c'est pour des patients qui ont des grossesses à haut risque et qui ne sont pas hospitalisés. Ils sont du moins hospitalisés en hospitalisation à domicile, lorsqu'on les aide donc à l'hôpital pour les hypertendus, certaines menaces d'accouchement prématuré. Ces patients ne peuvent pas se déplacer jusqu'à 8 mois, et ce sont des sages-femmes à domicile qui
passe, qui leur prennent l'attention, qui vérifient la santé du bébé, etc. Et dans ce cadre, on peut penser que plutôt que d'être inquiète lorsque c'est un premier bébé, cette sage-femme puisse tout à fait assurer les cours de respiration et de relaxation parallèlement à ses visites sur le plan purement médical à domicile. Mais pour le tout venant, je ne pense pas que ça se passe. Oui. Et donc on va un petit peu résumer. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux futures mamans pour préparer au mieux cet accouchement? Alors, je leur conseillerais à toutes, en tout cas, toutes les miennes, je leur conseille systématiquement, surtout pour un premier bébé, de faire cette préparation, elle est toujours importante. Alors, les conseils, ce sont des conseils qu'on répète, que les sages-femmes donnent également régulièrement, sur lesquels on insiste à partir de 8 mois, qui sont ce qui les angoisse très souvent. C'est-à-dire, dans quel cas aller à la clinique ou à l'hôpital. Et ça, c'est très important, non seulement sur le plan psychologique, mais c'est important pour la sécurité des mères et des enfants. C'est-à-dire, donc, les contractions, je me demande toujours à quel moment donc y aller. C'est vrai qu'il faut qu'elles y aillent et qu'elles ont des contractions régulières. Quand elles ne savent pas si elles sont donc régulières ou pas, on leur dit de mettre d'abord un suppositoire de Spasfon. Si éventuellement ces contractions s'arrêtent, c'est que c'est un faux travail, c'est inutile de se déplacer pour rien. Par contre, si ça persiste, elles vont à la clinique. Donc si elles ont des contractions régulières, toutes les demi-heures, toutes les 20 minutes, si elles perdent des os, ça c'est très important. Si elles perdent des os, il faut bien qu'elles viennent immédiatement, qu'elles aient ou non des contractions, parce que très souvent pour elles, c'est uniquement les contractions qui sont importantes. Donc pour nous, c'est très important lorsqu'elles ont une rupture de la poche des os, risque infectieux. Donc il faut qu'elles sachent qu'elles viennent immédiatement avec ou sans contraction. Très souvent, lorsqu'elles ont un doute sur la perte des os, c'est-à-dire qu'elles ont des pertes très liquides, mais qui sont pour nous l'équivalent s'il y a une fissuration, donc une ouverture de la poche des os, on leur dit dans le doute d'y aller, on ne leur en voudra jamais, même si elles retournent à la maison. Il vaut mieux qu'elles y aillent pour rien que de ne pas y aller du tout. Donc les contractions, la perte des os, si elles saignent, évidemment, si elles saignent au moins comme des règles ou plus que des règles, ce qui à ce moment-là est tout à fait normal, évidemment. Par contre, si elles ont le petit filet sanglant minime, en même temps que des pertes véreuses qui sont le fameux bouchon muqueux, elles n'ont pas à se précipiter pour aller à l'hôpital ou à la clinique. Et puis une dernière chose qui est aussi importante, lorsqu'elles ne sentent pas du tout le bébé bouger. C'est pas, elles ne sentent pas 1 heure ou 2, c'est qu'en règle générale, déjà le bébé a moins de place en fin de parcours de grossesse, donc si de surcroît elles ne le sentent pas de la journée, généralement on leur dit de s'allonger, de ne pas s'inquiéter, de bouger donc elles-mêmes leur bébé, et très souvent elles le sentent bouger. Si vraiment elles ne l'ont pas senti du tout pendant toute une journée, c'est mieux qu'elles y aillent pour faire un enregistrement du cœur du bébé, on leur fait un monitoring les cas de circonstances. Où vraiment on a besoin de le répéter parce qu'au dernier moment elles se paniquent, elles peuvent oublier. Donc ça les sages-femmes le disent, nous le disons à partir de 8 mois, à chaque visite, c'est vraiment les choses très importantes. Il faut leur dire, donc à part la valise, pas toujours la mettre près, il faut surtout leur dire, alors à l'hôpital elles ont leur dossier, donc la question ne se pose pas, mais malgré tout d'avoir toujours avec elles leur carte de groupe sanguin. Quand elles accouchent donc en privé, évidemment que le médecin a leur dossier, mais enfin de venir avec le dernier bilan sanguin fait après 8 mois, qui est le bilan de la péridurale, c'est très important, pour éviter d'avoir les repiquer de nouveau lorsqu'elles viennent de l'avoir. Donc elles aient prêt leur dossier médical, leur carte de groupe sanguin, leur dernier bilan biologique. Voilà, très important aussi sur le plan pratique, c'est des petits riens, mais qui sont importants, et que les sages-femmes expliquent en général, mais parfois les patientes oublient, quand elles sont très constipées. Elles sont souvent constipées pendant donc, la grossesse. Donc si elles ne sont pas allées à la selle pendant les 2 jours qui précèdent, c'est très important qu'elles fassent un petit lavement, qu'elles mettent un microlax, parce que ça leur permet d'aller à la selle, et de ne pas avoir des blocages au moment de l'expulsion qui soient donc liés au fait qu'elles soient très constipées, puisqu'un effort de pousser. Donc c'est des choses très pratiques, mais c'est vrai que quand elles le font, elles sont beaucoup plus détendues que d'avoir besoin d'aller à la selle au moment de l'accouchement. Donc ça fait partie des petites choses sur lesquelles les sages-femmes insistent, peut-être moins les accoucheurs, mais qui sont de nature à les détendre. Voilà, et l'essentiel, c'est certainement les circonstances où il faut aller à la clinique, ou à l'hôpital, bien sûr, et dans le doute, de toujours y aller plutôt que d'y aller trop tard, ça certainement. Donc cette préparation à l'accouchement, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Oui, en résumé. C'est très important. Les autres méthodes parallèles sont intéressantes, sont tout à fait utiles, mais pour un premier bébé surtout. Et parfois c'est étonnant parce que même des patientes qui ont déjà accouché, lorsqu'il se fait qu'il y a 5 ou 6 ou 7 ans d'intervalle, ou parfois elles n'ont pas eu une préparation très développée parce qu'elles ont été très bousculées, elles souhaitent cette préparation parce que c'est psychologiquement parlant et c'est aussi physiquement. Tout à fait. Et puis en plus, c'est une façon de s'occuper d'elles, de s'occuper donc de leur bébé, de voir d'autres mamans. Donc c'est certainement indispensable pour un premier bébé. Et peut-être plus accessoire. C'est même pour un premier bébé, vous savez que parfois dans un certain nombre de cas, elles ont des césariennes prévues.
pour des raisons particulières. Entre parenthèses, dans les conseils qu'on donne, il arrive parfois qu'on ait demandé une radiopelvimétrie, une radio du bassin, parce que le bébé peut être gros, parce qu'il peut y avoir un problème. Donc c'est sûr qu'elles doivent amener avec elles leur radiopelvimétrie lorsque elles les ont, encore une fois, je parle en privé, donc en libéral, à l'hôpital en général, le dossier est donc à l'hôpital, mais c'est vrai que dans le cadre de bassin, qu'est-ce que quelle était la question juste savoir si c'était vraiment nécessaire. Oui. Dans tous les cas, certainement. Voilà, je disais ça parce que dans les cas de césarienne, c'est vrai que même lorsqu'elles sont prévues à l'avance et qu'elles l'ont sous péridurale, c'est toujours intéressant qu'elles fassent cette préparation d'abord parce qu'elles peuvent respirer correctement le temps d'avoir leur... Parfois, elles ont une césarienne prévue, mais elles se mettent 1 ou 2 jours avant ou dans la nuit. Donc, et on les césarise à ce moment-là. Donc, c'est toujours très bien oui. qu'elles sachent respirer, ne pas s'angoisser à 3 h du matin si on est obligé de faire la césarienne un petit peu plus tôt. Donc, de savoir respirer, c'est toujours une très bonne chose. Et puis, encore une fois, l'information sur le vécu, sur les soins du bébé, du cordon, sur l'allaitement, si elles ne font pas cette préparation, elles l'entendent pour la première fois, une fois qu'elles ont accouché. Et au niveau des puéricultrices, qui peuvent être un petit peu surchargées, qui n'auront pas le temps de donner tous ces détails. Voilà. Alors que quand elles l'ont avec des cours, ou à la limite, même si elles oublient certaines questions, les unes posent certaines questions, d'autres pas. Donc c'est toujours très important. Moi, je pense que c'est toujours très important. En tout cas, les miennes, elles les font toutes. Docteur Benamou, merci d'avoir participé donc à l'émission sur la préparation à l'accouchement. Au revoir et à très bientôt sur Mon Bébé TV. Merci beaucoup.